Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, les vertus de l'identité incertaine, avec notre invitée Abnousse Chalmani, la romancière et journaliste, essayiste aussi, signe chez Grasset, éloge du métèque, où elle explore cette figure de l'exil, cette figure du transfuge, cet autre qui nous fascine ou qui nous inquiète. Bonjour à vous Abnousse. Merci Bonjour. d'être avec nous. Un hommage d'abord à toutes ces plumes, à toutes ces voix, à tous ces visages amis que vous avez pu croiser dans votre vie, Romain Gary, Salman Rushdie, Ava Gardner, Modigliani. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Ah, mais c'est ça, c'est que c'est l'avantage avec la figure du métèque, c'est qu'il n'est ni inscrit dans le temps, ni il n'a un visage particulier. Il y a des choses qui reviennent, le rapport à l'amour, cet absolu, l'idée que l'amour nous sauve absolument de tout, revient chez à peu près tous les métèques. Le rapport à la mort, on a un rapport très très étrange à la mort, puisqu'on on transporte nos morts avec nous, n'ayant plus accès aux tombes du souvenir. Donc ça fait quelque chose de fort. Il y a un sens de l'esthétique aussi métèque qui est fait du fait qu'on c'est un capharnaüm de mouvements, de rencontres, qui donne une espèce d'identité qui n'est jamais définie, qui est fuyant et au final, ce qui les regroupe tous, c'est qu'ils ont tous été des hommes et des femmes qui ont décidé de se réécrire et de se réinventer tous les jours. Vous dites qu'avant d'être une identité, le métèque est un tempérament Mmh. et que ce tempérament, c'est l'art du saltimbanque. Mmh. Le monde, du métèque, c'est sa scène de théâtre. Sa vie est une création, quotidienne. Mmh. C'est un tempérament qu'il s'agit aussi de préserver, de sauvegarder, de ne pas, se le laisser abîmer. C'est une richesse. Exactement, je pense que la difficulté, c'est ça. Bien entendu, on ne naît pas métèque, puisque la grande tragédie des métèques, c'est qu'ils ne font pas d'enfants métèques, puisqu'à partir du moment où ils s'installent et font des enfants, leurs enfants ne seront plus métèques. Donc comment préserver, comment rester métèque? Et c'est ça qui est très difficile, parce que surtout aujourd'hui, d'autant plus, le métèque est quand même tenté soit de glorifier son origine, soit de perdre la mémoire dans une assimilation totale. Donc il est un équilibre. Il reste entre les deux. Il peut pas s'échapper ni vers ce qu'il a perdu, qui est son pays d'origine, ni vers ce qui n'existe plus, c'est-à-dire la communauté artificiellement reconstituée, et il peut pas tenir dans son pays d'adoption. Il a trop de visages, il est trop fuyant, trop mouvant. Et je crois que c'est ça. Et donc le saltimbanque, la scène de théâtre, c'est ça. Et c'est vraiment pour éviter d'être prisonnier. Je pense que vraiment le métèque est une liberté. Et la chose la plus difficile à garder, c'est quand même une liberté. Mmh. Le métèque, c'est un mot qui est quand même assez connoté, Mmh. aujourd'hui. Qui l'a galvaudé, abîmé, ce mot? Qui l'a détourné? Oh, il était détourné par Maurras. C'est Maurras qui le premier. C'était le premier grand mouvement, disons, vraiment intellectuel. Disons, on a toujours eu des problèmes avec le métèque. Le problème avec l'autre, l'étranger, ne date pas de Maurras. Même métoïkos, donc, qui est le mot grec dont est inspiré, dont vient le mot métèque, c'était un statut juridique, mais qui marquait la différence. C'est qu'ils avaient l'égalité devant l'impôt, mais ils ne pouvaient pas faire de politique. Et le métèque à Athènes devait donner de l'argent à la communauté pour prouver qu'il faisait partie de la communauté. Et il y avait déjà des pièces de théâtre qui se foutaient de lui, parce qu'on le pensait arrogant, il avait trop d'argent, trop de pouvoir, c'était forcément quelqu'un de vulgaire. Maurras lui a donné sa dimension moderne, puisque tout d'un coup, c'est une réaction face à la Révolution française, face à l'outil lumière, il leur a donné cette dimension d'un être qui vient perturber, chaotique, qui vient remettre en cause et les frontières et la culture française. Donc elle est, comme toutes les cultures, totalement métissée. Et là, il l'a chargé de ses dimensions. Le métèque devient une insulte avec Maurras, et c'est les Juifs, les Polonais, les Italiens, tout ce qui n'est pas la pure France, l'éternelle France. Mmh. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans cette réflexion, cet éloge du métèque que vous menez, et livrez aujourd'hui, dans cet essai chez Grasset, Abnousse Chalmani, c'est que vous ne définissez pas le métèque comme une identité. Vous dites que le métèque est une figure et c'est très différent. L'identité, c'est un mot pour vous, aux limites, obtuse, presque fermé. C'est ce qu'on a vu dans les débats, les discussions des dernières années en France, notamment, sur ce mot d'identité. Ah, mais c'est pas qu'en France, si seulement ce n'était qu'un problème franco-français. Ce qui est Quoi, c'est toutes inquiétant nos aujourd'hui, sociétés qui c'est sont en partout. crise, identitaire? C'est partout, ce n'est pas Mmh. seulement, et ce n'est même pas seulement en Occident. C'est vrai qu'on a tendance à se regarder juste nous-mêmes et à tourner dans le rond de ce qu'on pense être nos frontières et qui sont complètement fausses. Je veux dire, regardez en Afrique du Sud les problèmes qu'il y a par rapport aux travailleurs nigérians qui viennent. Et encore une fois, c'est mon identité sud-africaine par rapport à ces voleurs, où que ce soit. Il y a des problèmes absolument partout dans le monde. En Iran, il y a un problème de tout temps vis-à-vis des Arabes sunnites qui vivent dans le sud de l'Iran. Je veux dire, tout le monde essaye, mais là, aujourd'hui, je pense depuis
5-6 ans vraiment d'une manière qui devient hystérique, c'est tout le monde a besoin d'avoir un drapeau où sont tout notés, et pas seulement là où on est né. Nos goûts, nos préférences, ça devient très étouffant. Moi, je me suis toujours tenue à distance de ces débats-là, parce que n'ayant plus de racines et étant... la seule chose que je peux faire, c'est redessiner, à la limite quotidiennement, mes racines. Donc c'est quelque chose qui m'amuse, c'est une source d'inspiration. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de rentrer dans une case. Et de toute façon, je n'y tiendrai pas. Et je pense que c'est le cas pour la majorité des gens. Mais Ils souffrent. Ouais. La crise d'identité, elle n'est pas forcément là où on pense, pour vous? Elle est partout. Une crise d'identité, c'est une perte de repères avant tout. Et le problème, c'est que quand on est en perte de repères, on va chercher quelque chose qu'on pense solide et souvent s'accroche aux branches les plus pourries. Et souvent, c'est cette histoire de roman national ou de un jour la France a été différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est absolument faux. La France n'a jamais été ni plus ni moins accueillante. Quand on parle aujourd'hui, mais regardez comme les Polonais et les Italiens se sont bien intégrés en France, mais c'est faux. Quand les populations immigrées italiennes et polonaises sont arrivées en France, on était en plein milieu de la loi sur la laïcité. Rappelons-nous, on en parle tout le temps, mais on oublie qu'à l'époque, ça n'avait pas tant de musulmans, mais c'était effectivement, le problème était avec les Polonais et les Italiens, parce que eux restaient très religieux. Et pourquoi on s'accroche toujours à ces branches-là? Parce c'est les plus visibles, c'est les plus faciles. On a tous, notre cerveau, d'un point de vue même totalement neurobiologique, est fait pour aller vers la solution de facilité. Et la solution de facilité, c'est ces branches qui dépassent. C'est facile de se raconter une histoire sur le roman national. C'est facile d'avoir une linéarité dans le passé qui nous rattache à quelque chose. C'est pas facile d'être libre. Je ne dis pas que le METEC, c'est la panacée, que c'est la meilleure place. C'est la plus difficile, parce qu'il faut tout le temps préserver cette liberté. Je pense qu'on est naturellement paresseux en tant qu'humain et qu'on s'accroche à des solutions de facilité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'identité est une solution de facilité évidente. Et c'est dommage, parce qu'on casse à peu près toute la richesse que constitue la culture française en faisant ça. Quelle que soit la manière dont on l'aborde aussi et dont on la traite, et vous pointez du doigt à la fois les discours de droite et les discours de gauche, l'obsession identitaire qu'on peut retrouver un peu rance, très rance à l'extrême droite et un peu obsessionnelle à droite, et la victimisation de l'étranger, de l'immigré à gauche. Il n'y a pas là ni de gauche ni de droite et de juste milieu sur cette question? Non, on est coincé, c'est ça, c'est vrai que le METEC, et même là, c'est la spécificité du METEC, qui est évidemment un exilé ou un immigré, mais tous les exilés et les immigrés ne sont pas des METEC. Mais là, on se retrouve tous, les immigrés, les exilés, les METEC, dans ce rapport que et la droite et la gauche, c'est des grands mots, entretiennent avec nous. C'est vrai que à droite, nous n'existons pas. Simplifier, c'est-à-dire oui, à partir du moment où on est né ailleurs et qu'on s'est déplacé ici, c'est déjà louche. À gauche, c'est encore plus complexe, c'est qu'on est très utile quand on sert de mascotte. Alors ça, c'est merveilleux d'avoir son métèque, son réfugié politique de préférence, qu'on peut trimballer à des dîners et qui peut justifier le fait que, regardez bien, qu'on n'est pas raciste. Mais qu'on s'amuse à vouloir perdre notre accent, ou exactement ce qui arrivait à la communauté juive entre les deux guerres, qui était, ah bah non, si maintenant ils commencent à s'habiller, à s'intégrer, à s'habiller comme des Français, comment nous allons les reconnaître? Et là, ça posait un problème et à la droite et déjà à la gauche, qui disaient mais ils sont en train de se dénaturer culturellement en n'ayant plus l'aspect du juif émigré qu'on attend avoir. Et bien aujourd'hui, on a le même problème. Moi, je m'entends encore dire mais enfin, quel dommage que tu aies perdu ton accent. Ce qui est follement amusant, étant arrivé en France à 8 ans, je n'ai jamais eu d'accent iranien dans mon accent français, ce qui est quand même assez amusant. Et la gauche a ce besoin-là de mascotte et en plus, une espèce de réflexe, j'allais dire, d'un tropisme révolutionnaire qui aujourd'hui alors est encore plus marqué du fait que en plus la gauche participe largement, exactement comme l'extrême droite, et exactement comme les islamistes, dans cette idée de confondre effectivement l'aspect de la foi, qui est la religion musulmane, et l'aspect politique, qui est l'islamisme. Et la gauche y participe, parce qu'elle n'a plus les mêmes opprimés, et même l'idée de considérer que tout musulman est par définition un opprimé, allait expliquer ça aux Saoudiens, qui sont les gens les plus riches du monde. Ça devient un petit peu absurde. Donc, dans tous les côtés, on est complètement coincé. On ne trouve jamais notre vérité dans le regard de qui que ce soit nous regarde. Soit on fait pitié, soit on fait peur. Dans les deux cas, c'est jamais nous.
Il y a aussi un exotisme Le fameux qui peut être exotisme. désirable, Il y a hein. le fameux exotisme Voilà. et que le métèque peut utiliser. Attention, je ne dédouane pas le métèque aussi de ses solutions de facilité. Dans Le métèque est un malentendu, je raconte effectivement ces couples mixtes où effectivement Madame la baronne a voulu épouser monsieur le paysan colombien parce qu'il était sexy et parce que c'était un gant, un affront jeté à sa famille traditionnelle de droite, à toute sa baronnie. Mais lui, il ne rêvait que d'une chose, c'est d'être un bourgeois. Donc il y a toujours un jeu de dupes, il y a toujours l'aspect exotique aussi. C'est qui le nous, du coup? Parce que vous employez ce nous, parfois, ce on, mais Oui, qui c'est qui est vrai. ce nous? Qui peut se revendiquer métèque aujourd'hui? Et s'il y a un nous, est-ce qu'il y a forcément un eux? Ah bah alors voilà, justement ça c'est mon problème, c'est là où je peux pas avoir que des cases. C'est vrai que j'ai tendance, c'est bien la première fois que je dis nous, c'est vraiment pas mon genre, je suis plutôt de l'école de Brassens où plus de trois c'est une bande de cons. Donc c'est vrai que je suis plutôt une solitaire, mais là je dis nous. Alors c'est là où le métèque est spécifique. Le métèque est en rupture. Il est en rupture avec son pays d'origine, inévitablement puisqu'il l'a quitté. Il est en rupture avec sa communauté d'origine. C'est-à-dire il n'est pas communautariste, il est même un anti-communautariste et il ne tient pas dans son pays d'adoption. Donc il est vraiment, et c'est vraiment la seule définition que je peux trouver vraiment juste, c'est une liberté qui flotte. Donc ce nous-là est particulier parce que ce métèque-là est pas forcément apprécié par sa communauté. Ce métèque-là a la dent dure avec tout le monde. C'est comme il flotte, il a la possibilité d'avoir du recul vis-à-vis de tout. Il tombe dans un pays donc il ne connaît pas les codes, donc tout ce qu'il voit le choque, l'interpelle, il a besoin de se l'expliquer. Et en même temps, il est totalement conscient de ce qui l'a amené à être un métèque, qui sont aussi les problèmes intrinsèque, culturel, politique de son pays d'origine. Donc il est absolument, c'est une espèce de force critique qui se déploie et donc il n'est pas forcément aimable. Il est enrichissant, il est fascinant, si on veut, mais il n'est pas du tout aimable, ce qui ne peut pas s'empêcher de critiquer, parce qu'il n'a d'obligation de respecter rien ni personne. Je pense que c'est surtout ça. Être métèque, un tempérament, une ambition, une esthétique, une transgression, une sensualité, un malentendu, et peut-être aussi une fiction. C'est sur votre Oui. propre fiction, celle que vous vous êtes racontée, et sur laquelle vous vous êtes construite aussi, que vous penchez, dans cet essai, Éloge du métèque, Abnous Chalbani. Vous remontez, aux sources de votre métissage, culturel. Vous le voyez en vous, vous le portez haut aussi aujourd'hui, à travers cette réflexion-là. On va repartir sur, un de vos une de vos figures de métèque, un de vos modèles dont vous parlez, dans ce livre, pour en venir à vous. C'est Romain Gary qui, parle de ses origines à lui à travers une présentation de son livre La danse de Genghis Khan. Genghis Khan, c'est moi. Vous savez comment le nom m'est venu? Genghis, c'est le fameux conquérant mongol Genghis Khan. Or, du côté de mon père, j'ai des origines tartares. Et du côté de ma mère, j'ai des origines, des ascendances juives. Donc, je prononce ça à la mongole, au lieu de Genghis Khan, j'ai fait Genghis Khan, un mélange de mongol et de juif. C'est un peu moi, au point de vue ethnique, au point de vue racial. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin, c'est ça. Et je voulus également, dans ce livre, me libérer par l'humour, par la parodie, par le burlesque, de l'obsession que constitue pour moi depuis 20 ans la tragédie juive, l'extermination des juifs par les Allemands. Mais voyez-vous, inutile de vous dire que quelle que soit la grimace, la pirouette, la contorsion, quelle que soit la tarte à la crème, que ce soit les frères Marx ou n'importe quel comique, que ce soit même le génial Chaplin, on ne se débarrasse pas par l'humour d'un sujet aussi profond et aussi brûlant. La seule chose à laquelle on arrive, c'est de se soulager et peut-être de soulager un peu le lecteur. Voilà, Romain Gary à propos de son Gengis Khan et non pas Khan. Vous revenez aussi sur l'importance de l'humour dans toute cette réflexion-là aussi, hein, comme lui, Oui. pour y parvenir. Ah oui, c'est très important. C'est là où, effectivement, à chaque fois que j'entends Gary, je me dis oui, mais je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est vrai que l'humour permet pas d'oublier, mais il permet d'accepter, peut-être de digérer plus facilement, et en tout cas d'être un moyen de communiquer, qui est quand même le meilleur moyen de communiquer, c'est quand même l'humour. On peut tout faire passer avec l'humour, et avec beaucoup de délicatesse, et le rire est vraiment universel. Et c'est vrai, il a totalement raison. D'ailleurs, ses origines, on n'en sait rien. Là, c'est encore Gary qui se raconte et qui s'invente. Et c'est ce qui est merveilleux chez Gary. Gary qui est d'une liberté totale, qui écrit en français, en anglais, qui se traduit, qui adapte, enfin, qui est d'une liberté totale. Mais l'humour, oui, moi, je tiens beaucoup à l'humour. Déjà parce que, étant né au moment de la révolution de la guerre en Iran, le rire est interdit.
tous les tyrans, toutes les dictatures, la première chose qu'ils interdisent, c'est le rire. Juste après une révolution, dès qu'un tyran s'installe, la chose qui choque dans les rues, partout, c'est cette espèce de silence. Il y a un silence qui s'installe, c'est un silence de tombe. Et c'est vrai que rire devient vraiment à ce moment-là plus qu'une révolte, c'est une révolution, de rire au nez du sérieux. Parce qu'évidemment, tous les tyrans se drapent comme ça, cet esprit de sérieux. Les casser, ça commence toujours par le rire, ça commence toujours par la caricature. Les empires tombent toujours avec la caricature. C'est le rire et c'est les mots aussi. Vous racontez ces livres aux pages blanchies en Iran à ce moment-là, Thomas Mann notamment. C'est un retour sur votre parcours. À 8 ans, vous quittez l'Iran, la révolution islamique à 40 ans aujourd'hui, et elle a poussé beaucoup de familles comme la vôtre à l'exil. Quelle relation vous entretenez avec ce passé, avec ce pays aujourd'hui ? Un rapport assez distancié quand même, je sais que je suis née, je n'écris plus et je ne lis plus le persan, je l'ai perdu dans la baston pour m'approprier la langue française, mais je le parle. Il est très familial, c'est vraiment devenu une langue, un rapport très intime, c'est mes parents, c'est encore la famille que j'ai là-bas, qui viennent quand ils peuvent, c'est de plus en plus difficile là, avec ce qui se passe, mais qui viennent. J'ai un rapport, disons que j'essaye de regarder l'Iran avec évidemment quelque chose d'affectueux en plus, comme j'allais dire, je regarderais n'importe quel pays. Il se trouve que je suis issue de là et qu'en plus je suis, alors comme Romain Gary, ma mère est d'origine mongole, donc en plus je suis issue de ce bordel ethnico bizarro avec vraiment une famille athée mais quand même chiite, donc tout ça est quand même très compliqué, donc je trouve que c'est très riche, mais je me suis fait la réflexion, c'est que je crois que je connais davantage par exemple la littérature d'Amérique latine que la littérature iranienne. Par contre, effectivement, je connais très bien l'histoire d'Iran. Je vais souvent fouiller. Il y a des moments où on a besoin de c'est comme un doudou. Je vais lire le livre des rois, ou je vais me lire de la poésie persane. Et ça, c'est quelque chose qui m'entraîne toujours. Ou la musique. C'est des choses qui me font battre le cœur plus vite. Quand j'ai envie de pleurer, c'est assez rare, je peux mettre de la musique iranienne que ma mère me chantait quand j'étais petite. C'est assez efficace. Donc, c'est un rapport toujours un peu nostalgique, un peu, mais toujours, je regarde toujours ce qui se passe. Et évidemment, vous le surveillez de loin. Je surveille de loin. Quand même. Et Comment puis en plus, je suis obligée de ouais. parler de l'Iran. Aujourd'hui, dès qu'on parle de l'Iran, évidemment, comme je suis d'origine iranienne et que ça m'intéresse, on m'invite pour en parler. Mais j'essaye toujours, quand je suis avec d'autres Iraniens, je me rends compte que moi, je suis beaucoup plus en rupture qu'avec eux. Disons que c'est là où je vois que je ne suis qu'une métèque et qu'ils sont vraiment beaucoup plus iraniens que moi. Ouais. Parce qu'ils sont restés ancrés, peut-être plus profondément que vous là-bas. Vous employez souvent ce mot d'ailleurs de flottant, une identité flottante. C'est peut-être ce qui définirait aussi la figure du métèque, le sentiment de flotter aussi au-dessus des frontières. Il y a dans cette figure du métèque que vous racontez cette impossibilité à se sentir ni d'ici ni d'ailleurs. Oui, c'est impossible. C'est impossible, on est de partout et de nulle part, c'est pas possible. Je peux pas. Il y a beaucoup de choses chez moi qui sont, je pense, typiquement un truc culturel iranien, cette fameuse art de la politesse iranienne qui est le tarouf, qui est quelque chose que je détestais quand j'étais petite, que je continue à critiquer, mais je vois bien que c'est quand même ancré en moi, qu'il y a quand même des choses de politesse que je peux pas m'empêcher d'user et qui sont vraiment typiquement iraniens. Et ma culture est quand même, ma langue est française, ce qui fait quand même beaucoup. Je veux dire, tout ce que je lis, tout ce que je pense, tout ce que je rêve, c'est en français. Mais est-ce que c'est suffisant pour pas être entre deux? Non. Et en fait, je pense que finalement, je trouve cette position extrêmement confortable. Alors c'est vrai, c'est vraiment la position comme ça, à vue de nez, d'avoir le cul entre deux chaises. Mais au final, c'est cette espèce de grille d'entre deux. C'est dans cette espèce de moment un peu flottant que peut naître le désir. Et c'est le désir qui mène le monde. C'est le désir, c'est l'envie, c'est le fait d'être capable de projeter vers demain. C'est-à-dire que oui, si je suis incapable de savoir exactement comment je suis faite, je sais exactement que je peux projeter ma liberté vers demain. Et ça tient. Ça me permet de tenir debout. Vous citez dans ces pages Martin Eden, le film est en ce moment à l'écran, au cinéma. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous? Voilà, c'est exactement c'est le film qui se passe en Italie et pas aux États-Unis. Et c'est amusant, je savais pas que le film allait sortir à ce moment-là. Il est sorti juste après l'éloge du métèque. Ça m'a beaucoup amusé parce que c'est exactement ça. Voilà ce que c'est peut-être un grand roman et un grand personnage. C'est que ça devient un archétype qu'on peut placer dans n'importe quelle autre zone géographique, dans n'importe quel contexte. Il continue à exister. C'est que ce film ne dénature pas Martin Eden, il lui donne une autre dimension qu'il a vue. Martin Eden, c'est vraiment parce que le métèque n'est pas donc quelqu'un qui est né, qui vit là où il n'est pas né.
c'est aussi un transfuge de classe. Martin Eden, et peut-être, moi quand je l'ai lu, j'avais 13-14 ans, dès le premier chapitre où il arrive dans cette maison, cet inconnu, cet étranger, il rentre dans cette maison, tout est grand, mais il a l'impression qu'il va tout renverser. C'est la vie du métèque mode d'emploi, c'est extraordinaire. La manière, aussi le désastre qu'il est dans le regard des autres, l'incapacité que les autres ont de le voir tel qu'il est. Il est entre cette famille de grande bourgeoisie si cultivée qui lui fait tellement envie, et entre sa propre famille qui est des gens grossiers, vulgaires, avares, qui sont des petites gens, des mesquins, des pense-petits. Et au final, il se rend compte que chez les uns et chez les autres, c'est toujours une image déformée de lui qui est renvoyée. C'est terrifiant. La solitude de Martin Eden, que je rapproche de celle de Chevalier de Saint-Georges, c'est les mêmes. C'est le métèque qui a réussi ou le métèque qui est ambitieux. Et le métèque qui a réussi à changer de place, il se retrouve encore plus seul et encore plus mal, parce que jamais, on a toujours besoin de le réduire. Et lui, il explose toute réduction. Donc jamais on le voit, il est toujours à côté de la sincérité, et il se dit mais pourquoi on ne me voit jamais tel que je suis? Pourtant je suis le même. C'est extraordinaire. Mais Martin Eden, mais il faudrait le mettre au programme, que tous les collégiens le lisent. C'est un livre extraordinaire, extrêmement formateur, extrêmement motivant, et le fait de se dire, c'est une espèce d'éloge de l'étude, de se mettre derrière un bureau et jusqu'à en avoir mal à la tête et de comprendre et d'apprendre. Et pour ça, il est magnifique, Eden. Voilà, et on y retrouve deux caractéristiques pour vous de cette figure du métèque, à la fois le refus du déterminisme de ceux auxquels on vous accole encore aujourd'hui, et ce besoin de liberté. On va y venir d'ici 13h30. On est ensemble avec vous, Abnous Chalmani, à l'occasion de la parution de votre éloge du métèque. C'est chez Grasset, France Culture. Il est 13h17. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. On parlait de nos obsessions identitaires. Il y a à nouveau une forte actualité en ce moment aussi sur à la fois la question de l'immigration et une loi en débat, et celle du voile qui est revenue par la fenêtre. C'est un sujet qu'on a tendance à chasser par la porte et qui revient toujours d'une manière ou d'une autre, c'est le cas. Et dès qu'il réapparaît, il y en a toujours des bonnes âmes pour s'en ressaisir pleinement et le remettre sur le devant de la scène, quitte à occulter d'autres questions qui pourraient paraître plus importantes ou plus fondamentales. Sur cette question du voile, la France en plein débat, voile, laïcité, avec le vote d'un amendement par les sénateurs, les Républicains, portant interdiction du voile pour les sorties scolaires suite à l'affaire qu'il y a eu récemment. On écoute un sujet, on écoute le récapitulatif de ce qui s'est dit au Sénat sur ces questions-là. La droite a voté l'interdiction du port du voile pendant les sorties scolaires. Le débat a bien eu lieu pendant 5 heures, mais l'amendement devrait être rejeté par les députés. Pierrick Bonneau. Communautarisme, radicalisation, terrorisme, très vite le débat sort du cadre et dérape. Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, ex-UMP. C'est pas nous qui devons nous aligner sur eux, sur les communautaristes. C'est les communautaristes qui vivent avec nous, qui sont dans notre société, qui doivent s'aligner sur notre société. Et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à retourner d'où ils viennent. Samia Ghali, sénatrice socialiste de Marseille, qui avait appelé à l'abandon de la proposition, s'emporte. Vous faites du racolage au Front National. Elle est où la douce France de Charles Trenet? Vous avez effacé cette douce France pour la laisser à cette haine. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, rappelle la position du gouvernement. J'ai toujours dit que le droit actuel nous permettait d'agir d'une manière pertinente. C'est pourquoi, aujourd'hui, je considère que la loi serait contre-productive par rapport à des objectifs que, par ailleurs, nous partageons tous. La lutte pour la laïcité, la lutte contre le communautarisme et, bien entendu, la lutte contre la radicalisation. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est BFM Télé, mais ça aurait pu être il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Abnous Chalmani, en 2017, dans Marianne, vous aviez pris la plume pour rendre votre carte symbolique de féministe, opposée à celles qui défendent notamment les femmes qui portent le voile. Ne drapez jamais le corps des femmes de dignité, de morale. On parlait de liberté à l'instant, liberté qui est une valeur pour vous centrale de la figure du métèque. Sur cette question du voile, la liberté, elle est où? Entre la liberté de se voiler pour les femmes et la liberté de ne pas être voilée à la demande des autres ou par le regard des autres. Alors, est-ce qu'on a 4h30? Oui, ça c'est serait parti. super. Parce que, non, alors c'est quand même, moi c'est vraiment là où vraiment maintenant ça commence à me mettre en colère, parce qu'avant je n'étais pas en colère parce que j'aime bien l'humour, mais enfin je vais continuer à être drôle. Mais là je commence à être en colère parce qu'effectivement ça fait 30 ans qu'on a ce débat-là en France, et ce n'est pas un débat franco-français, c'est un débat qui a lieu à peu près partout dans le monde, et
oh, étrange, dans les pays arabo-musulmans. C'est encore plus bizarre, en l'occurrence au Sénégal, en l'occurrence en Iran, en l'occurrence en Indonésie. Donc ce n'est pas un problème, mais rien que le fait de dire mais c'est pour nourrir le Front National, je rigole, c'est un problème interne, c'est un problème qui traverse l'islam. Tout à l'heure j'entendais, je ne sais plus votre intervenant, dire que oui, c'est une prescription islamique. Ce n'est pas une prescription islamique. L'université Al-Azhar, qui est au Caire, qui est la plus grande instance sunnite du monde arabo-sunnite, qui existe quand même depuis 958 après Jésus-Christ, est encore en train de s'engueuler sur le sujet. Alors d'entendre en France des gens qui, évidemment, ont lu le Coran 32 fois en arabe et qui sont tellement persuadés de dire « mais bien sûr que c'est une pression islamique ». Donc on a un verset qui dit « rabat le voile sur ta poitrine ». Je ne savais pas que nos cheveux poussaient sur la poitrine, c'est intéressant. Ce qu'il y a dans le Coran, il y a 4 versets qui font sujet. C'est surtout un rappel à la pudeur et le refus de la démonstration publique. Afficher sa foi dans l'espace public d'une manière démonstrative est absolument le contraire de la pudeur. Donc déjà, ça va contre les versets du Coran. Il y a déjà toute cette idée-là qui est de l'ordre théologique, qui est ce qui traverse tout l'empire arabo-musulman. Jamais dans l'histoire, et je dis bien jamais dans l'histoire arabo-musulmane, aucune femme, sauf jusqu'à aujourd'hui, n'a voulu volontairement porter le voile. Le voile a toujours été, dans l'espace arabo-musulman historiquement, un signe pour marquer l'invisibilité des femmes. Dans tous les pays où le voile est obligatoire, les femmes sont inférieures d'un point de vue juridique, économique, politique, culturel, social. C'est une réalité que en Indonésie, dans la bande Aceh, en Iran, en Arabie Saoudite, que des femmes qui sont obligées de le porter se battent pour le retirer parce que chez elles, ça représente le marqueur qui marque le signe de leur infériorité dans ces sociétés-là, est une réalité. Ce voile qu'on m'a fait porter petite, c'est le voile de l'invisibilisation des femmes à tous les niveaux possibles. Il se trouve qu'arrivé en France, j'ai assisté à ce truc absolument hallucinant et en même temps absolument passionnant, parce qu'à la limite on devrait débattre de ça, si on veut débattre sérieusement, c'est que tout d'un coup le voile qui servait à invisibiliser les femmes, les stigmatiser dans l'espace public, a été utilisé, et là je dis bien, c'est là où ça change, non plus par l'islam, non plus une doctrine religieuse qui rabaisse les femmes, mais une doctrine politique qui fait tout d'un coup du voile un marqueur identitaire. Et tout d'un coup, ce voile, qui depuis plus de 1500 ans est un voile de l'invisibilisation, devient en France et en Occident en général, avec les communautés d'origine musulmane, un marqueur de visibilité, donc d'identité. Donc à la base... Donc d'affirmation. Donc d'affirmation. Donc moi, qui suis quelqu'un, alors ça fait toujours très plaisir à tout le monde quand je dis que les identités sont figées, dangereuses. Ça ne pose aucun problème quand je parle des frontières de l'Hexagone ou de cette idée de nation, de nationalisme, qui ne veut jamais rien dire d'autre que le sang et la mort. Mais alors quand je note le fait que ce voile est aussi un réflexe identitaire, au moins aussi dogmatique et fermé qu'un nationalisme étatique, là tout d'un coup, on s'arrache les cheveux et on me répond « Mais enfin non, cette identité-là, fermée, dogmatique et... acceptable, mais pas l'identité nationale. » Là, ça me pose un problème, d'une part. Après, moi, je parle aux femmes voilées et je vois bien que certaines, effectivement, sont dans des... Moi, je n'ai aucun problème avec la foi. Je veux dire, en soi, je n'ai jamais eu de... Ma famille est musulmane, je n'ai jamais eu de problème et je pense que la plupart des gens n'ont aucun problème, enfin, j'espère, avec les musulmans. Le problème est d'ordre idéologique. Ce voile, il est apparu en Occident la première fois après 79, sur les campus américains, après le moment de la prise d'otage de l'ambassade américaine, qui a duré 444 jours, rappelons-le, en Iran. Et tout d'un coup, par une espèce de solidarité, de rappel identitaire, on a vu apparaître les voiles dans les campus américains. Deuxième moment, au moment où on l'a vu, et on l'a physiquement vu en France, c'était l'après 2001. Que ce soit un réflexe de défense, de dire on nous montre du doigt, donc je vais m'approprier ce signe pour dire je me défends, je résiste, je peux le comprendre. Je veux dire, tout ça se discute. Mais après, imaginez que le féminisme consiste à cacher un corps qui serait impie aux yeux des hommes, là on tombe dans vraiment du délire. Je suis d'accord avec Delphine Orviller quand elle dit, et là je souscris à tout, qu'on peut être juive et féministe, comme on peut évidemment être musulmane et féministe. Musulmane voilée et féministe. Ah ben ça, c'est pas possible. D'accord. On peut pas être musulmane féministe, comme on peut pas être juive féministe. Je veux dire, le texte religieux à la base, tous les textes religieux, jusqu'aux bouddhistes, rappelons-le, les hindouistes, les bouddhistes, les protestants, n'importe quelle religion est basant sur des dogmes, considère la femme comme inférieure à l'homme. Aller se revendiquer féministe en se basant sur des textes qui sont absolument et définitivement misogynes et antiféministes, c'est déjà assez risible. Mais après, on peut totalement être musulmane, avoir la foi, croire en Dieu et se dire féministe. Mais
les deux ensemble ne peuvent pas aller ensemble. Après, moi, je me dis toujours, le jour où il y aura plus sur une parcelle de terre, sur la moindre île, une femme qui est obligée de porter le voile, là, toutes celles qui viendront vers moi en me disant je le porte volontairement, je le porte parfois, évidemment que la question ne se pose pas. Mais on peut constater aujourd'hui que, mais du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout dans le monde, à l'intérieur des pays musulmans, tout le monde est confronté à qu'est-ce qu'on fait du corps des femmes. Est-ce que ce corps est tellement honteux, est tellement le signe absolu de la chair et de la perdition? Parce qu'en plus, ça sous-entend ça. C'est quand même hallucinant de se dire qu'une femme provoque de la tête aux pieds le désir. C'est quand même réduire le corps des femmes à n'être qu'une zone érogène, ce qui quand même me pose un sérieux problème. Et quand je vois dans l'histoire, et ça je pense et j'exhorte, mais vraiment tout le monde à aller vers l'histoire, on lie le fait d'être tête nue, le fait de ne pas porter le voile à l'Occident, un féminisme dit occidental, universaliste. Ce qui me fait beaucoup rire, ce qui dénote comme d'habitude le manque de culture et de référence de tous ces gens qui prennent la parole. En 1923, on est en Égypte. Oda non mais c'est quand même sérieux, Sharawi, qui est non seulement une combattante, son mari est en prison contre la présence anglaise, qui est l'une des femmes les plus importantes, des plus grandes intellectuelles, qui portait le voile en Égypte au Caire, qui a pris la place de son mari à la tête du mouvement pour la décolonisation, donc on ne peut pas la considérer comme occidentale, et elle se dit féministe parce qu'elle veut que les femmes soient députées et puissent voter. Elle part, c'est la première fois que des femmes musulmanes, égyptiennes, libyennes, algériennes, tunisiennes, iraniennes, participent au premier congrès international féministe. Elle revient au Caire, elles sont toutes dans le train. Personne ne dit rien. Elles sont 4 femmes. Elles arrivent sur le quai de la gare où les femmes les attendent pour célébrer leur retour. Elle n'a rien dit à ses compagnes. Elle sort et la première chose qu'elle fait pour la première fois de sa vie en public, cette femme remarquable, extraordinaire, qui a gagné, elle retire son voile. Et c'est une Égyptienne, une femme combattante contre le colonialisme. Elle le retire. Et 15 jours après, un groupe de 200 femmes se présente devant le Parlement du Caire, défonce les portes, rentre et réclame le droit de vote et la possibilité d'exister politiquement. Donc même vous à lui l'intérieur, conserverez à elle une pièce dans exactement, votre musée toujours. aussi, c'est ça, non? Je conserve. Ils sont pas assez, j'ai pas pu tous les mettre. Je vais faire un texte plutôt nerveux et court, mais il y en a plein d'autres qui sont aussi merveilleux que Elle celle-là. mériterait aussi d'avoir sa Totalement, place elle est formidable. dans tout ça. Un dernier mot, parce que on est quand même aussi sur des débats lexicaux sur ces questions-là, avec cette question de l'immigration. À Mayotte récemment, on a reparlé dans le sillage du président Emmanuel Macron des mots à employer: migrants, réfugiés, émigrés, immigration légale, clandestine ou droit d'asile. Il a encore, lui, refait la distinction entre tout ça. Faut-il la faire ou pas? Est-ce que vous plaidez pour une réhabilitation de ce mot métèque qui permettrait de réconcilier ce qu'on a tendance à distinguer entre le bon immigré, le mauvais, en fonction des raisons, des motifs pour lesquels il a traversé les frontières? Exactement. Non, je pense qu'il faut faire attention aux mots. On dit vraiment n'importe quoi. Le métèque est une figure particulière à l'intérieur de l'immigré. L'immigré est celui qui se déplace, qui change pour plein de raisons. L'exilé est politique. Il faut redire ces mots. Mais rappelons quand même, et ça me rend malade, qu'à Mayotte, le Rassemblement national, anciennement Front National, fait plus de 46% des voix. On est en train, sous prétexte qu'on refuse de débattre, d'appliquer la loi. Je veux dire, écoutez Patrick Veil, les gens qui s'occupent d'immigration, qui disent si on n'applique pas la loi dans tous les sens, on n'aura plus, l'immigration ne sera que douloureuse. Et rappelons-nous que l'immigration est certes toujours une épreuve au début, mais à la fin, c'est toujours une chance. Mais c'est jamais facile d'ouvrir sa porte, de regarder l'autre, sa manière de cuisiner le poulet, d'être différent. C'est comme ça qu'on jette des ponts. Mais évidemment qu'il faut en parler. Moi, je suis pour qu'on parle de l'immigration, mais posez-nous à nous, immigrés, qui sommes là depuis 30, 40, 50 ans, des questions. On nous a donné des papiers, on est super mal accueillis en France, on n'a pas accès à la langue, on est obligé de se débrouiller tout seul, on a accès à rien. Je veux dire, c'est un esprit aussi très français. On nous donne des papiers et après on nous lâche dans la nature et on espère qu'on aime ce pays comme par miracle. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut généraliser l'accès à la langue, il faut généraliser l'accès à la culture, et juste pour que les gens vivent mieux ensemble. Merci Abnous. Merci à vous. Abnous Chalbani d'avoir été avec nous. Éloge du métèque.
Vous avez commencé cet éloge ici autour de cette grande table. Vous le poursuivez donc dans cet essai qui vient de paraître chez Grasset. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table, à Jean-Christophe Brianchon, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, à Sophie-Catherine Gallet et Henriette Delacroix pour la grande table culture, avec François Bréhus et Sophie Marty. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Théo Gomard, et à la vidéo, Valentin Bobinet et Morgane Danan. Très bel après-midi à tous sur France Culture.